qu'on tue des animaux. On les élève pour les tuer, pour les mettre sur la table. Non, moi, ça ne marche plus avec moi, là. Comment ça se fait qu'on en est rendu là, à pas voir ça, puis à être tellement engourdi émotionnellement qu'on a les yeux ouverts, mais on voit pas. La surconsommation de viande rouge est associée à une augmentation du risque de mortalité. Why is it that we call some animals pets and lavish our love on them and get so much in return, and then we call other animals dinner, and by virtue of that semantic distinction, feel justified in treating those animals with any manner of cruelty so long as it lowers the price per pound? Just try being vegetarian for a day, and then try being it for 2 days, try being it for a week, and see the energy that you get. La transition pour moi de passer du régime de manger de la viande à végétalien, quand j'ai fait ça, j'ai perdu aucune masse musculaire. Je suis devenu plus en santé. On peut très bien vivre avec une vie végétalienne et ne pas manquer de nutriments, quels qu'ils soient. Alors, le mythe de la viande rouge, des gros steaks, c'est pas basé sur la science. The thing I ate before the game was what I've been eating all year long, and it was quinoa with sweet potatoes, side salad with extra olive oil. L'industrie de la viande elle-même est une grande source d'émissions de gaz carbonique et que c'est un des éléments sur lesquels on peut avoir un certain contrôle puisque nous ne sommes pas obligés de ne manger que de la viande. Si j'avais pris conscience de cette chose-là quand j'ai élevé mes enfants, c'est sûr que je les aurais élevés avec sans viande. Au Québec, depuis longtemps, le poulet, le steak, le porc sont au centre de notre assiette. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer la face cachée de la viande. Elle serait liée au développement de plusieurs maladies. Sa production aurait un impact dévastateur sur l'environnement. Et c'est sans parler des conditions d'élevage indignes qu'on essaye de nous cacher. J'ai rencontré des gens qui, pour toutes ces raisons-là, ont choisi de manger autrement. Un choix de santé, un choix éthique, un choix écologique que soutiennent plusieurs spécialistes et scientifiques. On a rencontré Georges Laraque en octobre 2009, alors qu'il faisait toujours partie de l'équipe du Canadien. Il venait tout juste de faire sa transition vers un régime végétalien, c'est-à-dire une alimentation totalement végétale, sans poisson, sans œufs et sans produits laitiers. Quand j'ai commencé ça cet été, tout le monde pensait comment j'allais perdre plein de poids quand j'arrive au camp d'entraînement, mais je n'allais pas être aussi en forme. Parce que tu parles d'une personne que j'ai besoin de ma masse musculaire, j'ai besoin d'être fort pour la job, le métier que je fais. Puis vraiment, ça m'a pas affecté, ça m'a même amélioré. Ça a amélioré mes performances, puis ça m'a amélioré en tant qu'athlète. On se demandait un gros bonhomme comme ça, puis l'énergie qu'on dépense, comment que ça allait fonctionner son alimentation. Ça a l'air bien marché, il a l'air à bien s'entendre avec son nouveau programme. Quelques mois après avoir arrêté sa consommation de protéines animales, Georges Laraque voulait tester ses performances sous la supervision de l'équipe du docteur Martin Junot, cardiologue. Alors, on lui a fait une évaluation avant. Et d'abord, on a vu qu'il était pas mal en forme, en fait très, très en forme au point de vue puissance aérobie sur vélo. Il a des très, très bons résultats. Mais il y avait un surplus de poids, un surplus de masse graisseuse et une légère hypertension. Et on l'a réévalué 4 à 5 mois plus tard, après une alimentation végétarienne stricte, et on a vu une baisse de poids, mais de graisse seulement, augmentation du muscle. Et une nette augmentation de sa capacité à l'effort. On arrête après 10 secondes, on continue. OK, 10 secondes. C'est très rare qu'on voit des 400 watts et plus. C'est des cyclistes professionnels qui ont ces niveaux-là. Professionnels Tour de France. 520. Allez, 5 secondes, on arrête. 4, 3, 2, 1, go. Oui, pédale. Voilà. Donc, Georges avait fait 460 watts au premier test. Et là, donc, il a fait 520 watts complet. Ce qui est... c'est une puissance exceptionnelle. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. Ouais.
Ça va C'est pas? chaud. Ouais. Je me sens pas comme ça la dernière fois, je t'ai étourdi. Ouais, ça va bien, là? L'autre fois, après le test, il a fait une réaction vagale, une hypotension. Comme on voit souvent les athlètes faire après un très gros effort. Mais là, il sent... Il n'y a pas ça. Je suis correct. Je pourrais le faire encore. Ah ouais? Oui, je suis correct. Je m'attendais pas que ça soit aussi impressionnant, les résultats positifs, là. Surtout que tout s'est amélioré, tous les paramètres, incluant la force et la puissance aérobie. Ça, c'est quand même impressionnant de voir que quelqu'un qui est végétarien strict fait absolument rien, au contraire. Le docteur Richard Béliveau est biochimiste et titulaire de la chaire en prévention et traitement du cancer à l'Université du Québec à Montréal. Il est l'auteur de plus de 240 publications dans des revues médicales à l'échelle internationale. C'est lui qui a écrit le best-seller « Les aliments contre le cancer ». Le lien entre le développement des maladies chroniques et la consommation de viande rouge est clairement établi. Il y a des méga-études de centaines de milliers de personnes, de millions de personnes qui ont montré de façon indiscutable que la surconsommation de viande rouge est associée à une augmentation du risque de mortalité. Essentiellement des mortalités cardiovasculaires, parce que la viande rouge est très riche en graisses saturées. C'est pas le cholestérol le problème, c'est les graisses saturées. Et c'est une source de fer également, et le fer, au niveau de l'intestin, crée des conditions favorables au développement des tumeurs de l'intestin, des tumeurs du côlon. Au Québec, le cancer représente 32 % des causes de mortalité. En 2010, on estime à 5 900 les nouveaux cas de cancer colorectal et près de 2 500 personnes en mourront. On estime que quelqu'un qui mange à peu près 4 onces de viande rouge par jour a à peu près 38 % d'augmentation du risque de mourir prématurément. 325 000 Québécois souffrent de maladies cardiovasculaires. En 2005, au Québec, 14 818 personnes en sont mortes. Quand on regarde les études épidémiologiques, il y en a eu une récente sur 1 demi-million d'Américains, hommes et femmes. Ce qu'on voit, c'est que plus on mange de viande rouge, on a divisé les gens par quintile, c'est-à-dire ceux qui en mangent le 5e qui en mangent le moins, puis le 5e qui en mange le plus. Et il y a une relation linéaire entre le fait de manger de la viande rouge et la mortalité cardiovasculaire, la mortalité par cancer, les ACV. C'est clair que si vous devenez végétarien, vous allez réduire énormément votre risque de développer une maladie cardiovasculaire, parce que toutes les études montrent que ça a un effet très, très important sur tous les facteurs de risque. Alors, le mythe de la viande rouge, des gros steaks, c'est un peu farfelu, mais c'est très ancré, hein? D'ailleurs, nos mères nous disaient, tu sais, on va te donner un bon steak, là. Mais c'est pas basé sur la science. On connaît tous Thérèse Tanguay-Dion, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle est végétarienne depuis maintenant 18 ans. Comment vous vous sentez maintenant que vous mangez plus du tout de viande? Je vais beaucoup mieux, je le dis, ça me dérange pas de le dire. Je vais, je peux dire 80 % de mieux dans mon autant de mental que physique depuis que je mange plus de viande, depuis que je décide de quelle noix je mange, quels fruits, quels légumes, et j'invente des recettes. Puis quand je fais goûter à ça, des fois, à des amis, « Wow, c'est bon, t'es quoi la recette? » C'est rien, t'as un petit peu de ci, un petit peu de ça. J'ai rien de marqué, j'y vais à ma façon, et puis j'aime ça. Quand on parle aux gens de végétarisme, les gens imaginent qu'un végétarien ou une végétarienne, c'est quelqu'un qui a 20 ans, qui a les cheveux longs, qui est un peu macramé, un peu granola. Et vous, c'est vraiment pas du tout le cas. Vous brisez vraiment l'image du végétarien type. Tu sais, il y en a que c'est des religions de pas manger une sorte de viande. C'est pas ça, moi. C'est que je me dis, on est capable de vivre sans faire souffrir des animaux. Moi, je sais bien, quand ils faisaient la boucherie chez mes parents, mon père était pas capable de faire la boucherie, mais il engageait quelqu'un pour faire la boucherie. Je me cachais avec des oreillers sur la tête pour pas entendre. Pourquoi qu'on tue des animaux? On les élève pour les tuer, pour les mettre sur la table? Non, moi, ça marche plus avec moi, là. Pamela Anderson, célèbre actrice hollywoodienne, est elle aussi végétarienne et porte-parole de PETA, une organisation américaine qui milite pour la protection des animaux.
Nous l'avons rencontrée lors de son passage à Montréal, où elle faisait la promotion d'une nouvelle campagne de sensibilisation. What do you think are the biggest misconceptions about being a vegetarian? I think that even my mother, was worried about me being vegetarian when I was pregnant. I think that because I feel like, oh, you're not getting everything that you need. And I said, Mom, do I look like I'm struggling? Do I look like I have, I'm not skinny. I'm not, depleted or pale or that typical image you had of a vegetarian when you were growing up even. So no, you can be vegetarian, have a good time and feel great, look healthy. You can tell in your eyes too. I mean, you can really tell. Just try being vegetarian for a day, and then try being it for 2 days. Try being it for a week, and see the energy that you get. And I think that's a good way to kind of. And I don't like to say, be vegetarian or I don't like you. I think try vegetarian. Try doing as best you can, because every once in a while you'll slip up or you won't, it's a creature of habit. We've all grew up on a certain way, and I think if you just try, you're still doing a good job. And the people that are really hardcore and they think that it's either this way or that way, that's not the way the world works. And I think everyone will be much better off if everyone just tries the best they can. They eat more vegetables than you normally do, things like that. Qu'en est-il des conditions d'élevage des animaux au Québec? Les images que vous allez voir ont été prises en 2010 dans des entreprises québécoises de taille moyenne et qui répondent aux normes de l'industrie. Quand on nous a refusé l'accès à certaines des étapes de la production, nous utilisons des images qui nous montrent des méthodes identiques à celles pratiquées dans l'industrie québécoise. Les porcs commencent leur vie dans un logement de maternité. Les porcelets quittent leur mère au bout de 18 jours et sont envoyés dans un parc d'engraissement. Les truies, elles, sont réinséminées. Quand elles sont gestantes, elles sont placées dans des espaces individuels. Quand elles deviennent moins productives, elles sont envoyées à l'abattoir. Les truies de maternité sont ensuite transformées en viande de charcuterie. Les porcelets sont systématiquement castrés. L'opération s'effectue sans antidouleur ni anesthésie. La castration est effectuée pour une question de goût, parce que 2 hormones sécrétées par les testicules dégagent une odeur d'urine lorsqu'on cuit la viande. On leur coupe aussi la queue. C'est pour éviter qu'ils ne se mordent les uns les autres. Un comportement observé chez les individus élevés sur des planchers de béton, donc incapables de s'adonner à leur activité naturelle, qui est de fouiller dans le sol. Les porcs élevés pour la viande ne sortent jamais à l'extérieur. Ils doivent uriner et déféquer à même leur enclos. Quand ils ont atteint un poids d'environ 115 kg, ils sont envoyés à l'abattoir. Ils ne sont alors âgés que de 6 mois. La production de porc est très répandue au Québec. En fait, on en produit plus qu'on en mange. En 2009, c'est 422 millions de dollars qu'on a dû débourser collectivement pour compenser le manque à gagner des producteurs de porc dû à la surproduction de l'industrie. Presque un demi-milliard de fonds publics dépensés et combien de porcs tués pour rien? Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Le chanteur country Patrick Normand est devenu végétarien après avoir lu le livre de John Robbins « Se nourrir sans faire souffrir ». C'est pour des raisons éthiques qu'il a décidé d'arrêter de manger de la viande. Les animaux qu'on consomme aujourd'hui n'ont même pas vu le soleil une seule fois dans leur vie. Ils n'ont jamais été à l'extérieur, ils n'ont jamais senti la pluie sur leur dos. Je parle des porcs, des poulets, ce sont les animaux les plus abusés de la planète. Puis on s'en nourrit à outrance. Je me pose la question souvent, comment ça se fait qu'on en est rendu là, à pas voir ça, puis à être tellement engourdi émotionnellement qu'on a les yeux ouverts, mais on voit pas ces choses-là. Contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire, les conditions de vie des poulets au Québec sont loin d'être idéales. Les poussins sont engraissés sur de grands parquets,
sans jamais pouvoir sortir à l'extérieur. Après environ 38 jours, ils sont passés de 45 grammes à 2,2 kilos, soit 45 fois leur poids en un peu plus d'un mois. Ils vivent au nombre de 10 au mètre carré. Ils urinent et défèquent à même le plancher, qui serait nettoyé uniquement après leur départ pour l'abattoir. Ils sont transportés par camion dans des conditions souvent déplorables. Arrivés à l'abattoir, ils sont suspendus par les pattes sur une chaîne de montage et sont immédiatement électrocutés de façon mécanique. Si certains d'entre eux survivent à la décharge, on leur tranche la gorge avec un couteau. Ils sont ensuite déplumés, décapités et vidés de leurs entrailles. Des vétérinaires examinent ensuite leurs viscères pour s'assurer qu'ils ne sont pas malades et impropres à la consommation. Ils sont finalement nettoyés puis refroidis à l'air avant d'être empaquetés pour la vente à l'étalage. Est-ce qu'il y a des lois qui protègent les animaux d'élevage? C'est la question qu'on a posée à Martine Lachance, professeure et chercheur spécialisée en droit animal à l'UQAM. Est-ce que les animaux ont des droits? Malheureusement, non. Les animaux, ce sont des biens meubles, donc comme tout ce qui nous entoure ici. Alors, on a un objet, on s'en sert à des fins économiques et on oublie qu'à travers tout ça, ben, il souffre. Bien, un animal qui souffre, pour moi, ce que je retiens, c'est pas, dans ma phrase ou dans mon énoncé, c'est pas animal. Ce que je retiens, c'est souffrance. Et pour moi, je hiérarchise pas la souffrance. La souffrance, c'est la souffrance. La violence, c'est la violence. Alors, quand je vois quelqu'un qui commet un acte de violence envers une personne, me met aussi mal à l'aise que quand je vois un acte de violence envers un animal. Ça me dérange les deux. Et je pense que c'est ainsi qu'on devrait, comme société, valoriser l'absence de violence, l'absence de souffrance. Les poussins commencent leur vie dans des couvoirs. Il y a 2 ou 3 gros couvoirs au Québec qui produisent plus de 7 millions d'œufs par semaine. Une fois éclos, les poussins vont être séparés selon leur sexe. Pour des raisons économiques, l'industrie a créé, à l'aide de la sélection génétique, 2 types de poules. D'abord, les poules pondeuses, très performantes, et un autre type destiné à la production de viande, qu'on appelle le poulet de chair, qui développe de larges poitrines pour répondre à la demande des consommateurs. Tous les mâles issus du type destiné à la production de poules pondeuses sont systématiquement abattus dès la naissance. On estime à environ 70 000 le nombre de poussins tués chaque semaine au Québec pour cette seule raison. Ils sont soit déchiquetés mécaniquement, soit asphyxiés au gaz dans de gros conteneurs. Ils seront ensuite transformés en moulets pour les animaux ou entreront dans la fabrication de produits de beauté, comme par exemple le rouge à lèvres. Une fois triés, les poussins sont vaccinés. S'ils sont destinés à être des poules pondeuses, leur bec sera coupé à l'aide d'une plaque chauffante. Cette opération est effectuée pour éviter que les poules se picorent entre elles lorsqu'elles seront plusieurs à cohabiter dans des cages. Pour les poulets de chair, cette opération n'est pas nécessaire puisqu'ils ne vivront que quelques semaines. Les poules pondeuses seront ensuite transférées dans de grands poulaillers où elles passent leur vie entassées dans des cages sans jamais voir la lumière du jour. Après 1 an, leur production d'œufs va diminuer et elles seront envoyées à l'abattoir. Elles serviront à faire de la chair à charcuterie. Normalement, l'espérance de vie d'une poule est de 15 ans. On traite les animaux comme ça parce que ça coûte moins cher, puis c'est plus profitable, puis le monde s'en fout. Bien, c'est pas vrai. Je crois pas que le monde s'en foute.
Nous sommes allés à San Francisco rencontrer John Robbins. C'est le père du végétarisme moderne et le précurseur de la lutte pour la défense des animaux. Avec le succès planétaire de son livre Diet for a New America, Se nourrir sans faire souffrir, John Robbins a sensibilisé un nombre incroyable de personnes aux conditions de vie déplorables des animaux d'élevage, mais aussi aux bienfaits du végétarisme pour la santé. Il est le fils unique et héritier du fondateur de Baskin-Robbins, le géant américain de la crème glacée. Tout le prédestinait à reprendre l'entreprise familiale. Enfant, il se baignait même dans une piscine en forme de cornet de crème glacée. Well, I grew up eating ice cream for breakfast, lunch, dinner, snacks. Every time I wanted it, it was there. And that's not a healthy thing. And it tasted good. I was a kid. I indulged to the max, but I wasn't very well. And I was getting sicker and sicker. And my uncle, Bert Baskin, one of the other founder and owner of the company, along with my father, died of a heart attack in his 50s. Around that same time, the medical data was becoming stronger and stronger and more consistent. That the more animal fat you run through your bloodstream, the more saturated fat from animal products that you consume, the more likely you are to have a heart attack. And so I changed my diet quite radically. I started eating healthfully. I stopped eating ice cream. I stopped eating all animal products. And I immediately felt much better. Gagnant de la Coupe Grey avec les Alouettes de Montréal, le quart arrière Anthony Calvillo a changé radicalement son alimentation pendant la saison 2009 de la Ligue canadienne de football. My system had a hard time breaking down dairy. So once I eliminated that, I felt the change right away pretty much in my system. My stomach would always ache after I ate too much cheese or drank too much milk. And then once we cut out the dairy, I didn't feel that same, kind of just achy pain that you feel in your stomach, like, something's going on in there. And it felt great. It was like, man, this is how your system's supposed to feel. And man, it was awesome. The thing I ate before the game was what I've been eating all year long. And it was quinoa with sweet potatoes, side salad with extra olive oil. As I'm getting older and playing football, I have a lot of aches and pains. And as I started to change my diet, the aches and pains were starting to go away. So to me, that was a great sign that the things that I was doing that was actually helping my system out. Au Québec, la consommation de lait fait partie de notre culture depuis très longtemps. C'est un aliment apprécié par les uns, mais aussi critiqué par les autres parce qu'il y a de plus en plus de controverses quant à ses bienfaits pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé a calculé qu'un adulte n'a besoin que de 400 à 500 mg de calcium par jour. Et pourtant, Santé Canada nous recommande d'en consommer le double, soit 1000 mg de calcium par jour. Et là, on peut se poser des questions. Pourquoi cette dose a été augmentée, là? Nous avons une diète très carnée, très riche en protéines animales, qui va causer une perte de calcium. Et là, on commence à comprendre. Plus on élimine du calcium parce qu'on mange plus de viande et plus de protéines animales, plus donc notre apport de calcium doit être augmenté. Ce qui fait que la vraie question n'est pas combien de calcium je dois manger, mais qu'est-ce que je dois faire pour garder le calcium que je mange. Au Québec, 25 des femmes de plus de 50 ans souffrent d'ostéoporose. En Corée du Sud, où l'on ne consomme pratiquement pas de lait, le taux d'ostéoporose chez les femmes de plus de 50 ans est de 0,4 %. En réalité, c'est le calcium qu'il y a dans le lait qui est nécessaire à l'être humain. Et ce même calcium est en abondance dans le règne végétal. Alors, il s'agit juste de s'assurer d'avoir plusieurs bonnes sources de calcium végétal dans notre alimentation. Alors, un des premiers bons choix, ce serait le calcium qu'on retrouve dans plusieurs légumes, particulièrement les légumes de la famille des choux, comme le chou bok choy, le chou kale, le chou collard, notre fameux brocoli, sont des excellentes sources de calcium, tout en sachant en plus que le calcium de ces choux-là est 2 fois mieux absorbé que celui du lait. Ce qui est
est intéressant des végétaux, c'est que non seulement ils contiennent du calcium, mais ils contiennent aussi d'autres éléments nutritifs comme la vitamine C, la vitamine K, le magnésium, qui contribuent également à la solidité des os. Il existe beaucoup d'autres sources de calcium également, le tofu et les boissons de soya, les graines de sésame, les amandes, les haricots blancs, la mélasse, les algues. Alors, les gens qui ont des troubles à digérer le lait ou ils ont des intolérances n'ont aucun problème à aller trouver le calcium dans le règne végétal. Ils n'ont absolument aucune inquiétude à avoir. Dans le Guide alimentaire canadien, on a 4 groupes et un de ces groupes-là, c'est lait et substituts. Et maintenant, dans la nouvelle édition, on a ajouté la boisson de soya comme source de calcium au même titre que le lait et les produits laitiers. Pour produire du lait, la vache doit avoir un petit. L'idéal pour les producteurs, c'est que la vache vèle tous les 385 jours pour donner du lait 10 mois par année. Quelques jours après leur naissance, les petits veaux sont séparés de leur mère, car la vache sera alors prête pour la traite. Selon plusieurs observateurs, cette séparation causerait à la mère et aux veaux un stress intense. La vache ayant besoin d'être enceinte pour produire du lait, on se retrouve avec une grande quantité de veaux. Les veaux sont donc un sous-produit de l'industrie laitière. On a alors développé un marché pour la consommation de leur viande. Les Québécois sont d'ailleurs les plus grands consommateurs de veaux en Amérique du Nord. Les veaux seront engraissés jusqu'à ce qu'ils atteignent un poids de 460 livres. C'est à ce moment-là qu'ils prendront la route de l'abattoir. Ils seront alors âgés de seulement 20 semaines. De leur côté, la plupart des vaches vivent dans des logettes intérieures où elles sont attachées en permanence. La longueur de leur chaîne est calculée de telle sorte qu'elles puissent s'étendre, mais sans pouvoir se retourner. Aujourd'hui, une vache donne environ 40 litres de lait par jour, alors que dans les années 50, une vache ne donnait que 6 ou 7 litres. Au bout de 2 ou 3 lactations, les vaches produisent moins de lait et sont remplacées par des plus jeunes. Elles sont alors en moyenne âgées de 5 ans. Les vaches dites de réforme sont amenées à l'abattoir pour être transformées en bœuf haché, qui est en fait de la vache hachée. L'espérance de vie d'une vache à l'état naturel est de 20 ans. Why is it that we call some animals pets and lavish our love on them and get so much in return, and then we call other animals dinner, and by virtue of that semantic distinction, feel justified in treating those animals with any manner of cruelty so long as it lowers the price per pound? Près de 632 millions d'animaux sont abattus chaque année au Canada. « 50 milliards d'animaux sont abattus chaque année sur la planète, et c'est sans compter les poissons. » Notre consommation de viande a un impact énorme sur l'environnement. En fait, c'est un des facteurs les plus dommageables pour la planète. Et pourtant, la production de viande est en progression partout à travers le monde. Est-ce que la planète va pouvoir soutenir une telle production? C'est ce qu'on a demandé à Hubert Reeves, astrophysicien de renommée internationale et militant écologiste. L'état de santé de la planète, c'est bien problématique. Il y a des problèmes sur tous les fronts. Vous le connaissez d'ailleurs. Le réchauffement climatique, la question de l'épuisement des ressources et la pollution de l'air. L'industrie de la viande elle-même est une grande source d'émissions de gaz carbonique, 18 %, et que c'est un des éléments sur lesquels on peut avoir un certain contrôle, puisque nous ne sommes pas obligés de ne manger que de la viande. Les estimations des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'élevage des animaux dépassent celles de tous les moyens de transport réunis. 18 % des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire sont attribuées à l'élevage du bétail.
c'est en partie dû au méthane qui s'échappe des déjections animales. Le méthane a un potentiel de réchauffement équivalent à 21 fois celui du gaz carbonique. Une vache laitière en lactation va produire environ 600 litres de méthane par jour. Et en termes de gaz à effet de serre émis, ça correspond approximativement à conduire une automobile pendant 40 km. Alors, si on considère que 370 000 vaches laitières en lactation au Québec, puis on parle de 13 millions de bovins au Canada, alors on parle d'une source très conséquente de gaz à effet de serre. Les 370 000 vaches en lactation au Québec produisent 220 millions de litres de méthane par jour, ce qui est l'équivalent en gaz à effet de serre de 29 600 voitures faisant l'aller-retour Québec-Montréal à chaque jour. La deuxième source de gaz à effet de serre en agriculture, ce sont les structures d'entreposage de fumier. Alors, pendant de 1 à 6 mois, le fumier est entreposé au Québec avant d'être répandu au sol. Et durant cette période-là, il y a des transformations biologiques, c'est-à-dire par des organismes vivants au niveau des structures d'entreposage qui produisent des gaz. Encore une fois, le même gaz, le méthane, mais aussi le protoxyde d'azote, qui, lui, n'est pas 20 fois plus puissant que le CO2 comme le méthane, mais 290 fois plus puissant. Produire une seule livre de bœuf nécessite 9 livres de céréales et 15 000 litres d'eau. Aussi, pour chaque kilogramme de viande de bœuf produite, on estime qu'à peu près 40 kg de fumier de produit. Alors, ça donne des volumes importants de déchets à gérer. Les animaux d'élevage du Québec et du Canada et des États-Unis et de l'Europe consomment du grain qui vient de d'autres pays. Par exemple, le bacon qu'on va manger peut provenir d'un porc produit au Danemark, nourri à partir de grains brésiliens, puis transformé aux États-Unis ou au Canada. Alors, quand il y a une demande qui est accrue pour l'alimentation du bétail dans le monde, il y a une demande aussi accrue pour la production d'aliments. Et dans certaines régions du monde, comme en Amérique du Sud, comme en Asie, on déboise pour pouvoir mettre en culture des terres qui vont pouvoir produire le grain nécessaire à l'alimentation de notre bétail. À la suite de ces révélations sur la viande et le lait, on aurait tendance à se tourner vers une plus grande consommation de poissons. Malheureusement, l'avenir des produits de la mer est lui aussi très menacé. On voit la vitesse à laquelle les océans se vident, les surpêches un peu partout. Aujourd'hui, on pêche 2 fois plus de poissons qu'ils ne s'en reproduisent. Vous voyez, c'est pas durable, ça. Les pêcheurs disent, ben nous, on veut continuer à travailler, on veut pas devenir des chômeurs. On comprend. Mais les gens disent, oui, mais si vous ne bougez pas, si vous ne diminuez pas vos pêcheries, vous serez chômeurs de toute façon. 7 des 10 plus importantes espèces de poissons sont au bord du dépeuplement. Globalement, une espèce de poisson sur 3 est menacée d'extinction et la moitié parvient tout juste à se renouveler. Sur la liste des poissons appelés à disparaître de nos océans, il y a le thon rouge, l'espadon, l'esturgeon, le saumon du Pacifique et la morue. On dit aujourd'hui, en gros, que si on voulait nourrir toute la planète d'une façon convenable, eh bien, si c'est de la viande que l'on prend, on pourrait nourrir 3 milliards de personnes. Si c'est des céréales, 12 milliards. La production de viande n'est pas la façon la plus efficace de produire la nourriture. Donc, à partir de ce moment-là, c'est clair que le moins on en mange, le plus efficace on est. Ici, au Canada, on a besoin de 2,7 à peu près hectares de terre pour nourrir un Canadien, alors que dans d'autres pays du monde où leur diète est à base végétale, ils ont besoin de 0,5 hectares et même quelquefois moins. Alors, parmi tous les gestes, parce qu'il y en a beaucoup qu'on peut faire pour s'assurer que nos enfants auront des choses à manger et des choses saines, il y a certainement, et c'est le but de cette rencontre, la diminution de la fraction de viande par rapport à la fraction de céréales. À la fois, c'est plus sain, les médecins nous le disent, et en même temps, on voit comment
il y a tous ces problèmes de santé qu'ont provoqué la vache folle, la grippe aviaire et tout cela, on se rend compte de plus en plus que cette activité, ce geste de diminuer notre fraction de viande va devenir une des étapes importantes pour s'assurer de l'avenir, sachant que l'avenir n'est pas certain de toute façon. Si c'était à refaire, puis que vous éleviez vos enfants aujourd'hui, sachant ce que vous savez maintenant sur la façon dont on élève les animaux puis la souffrance des animaux, seriez-vous prêt, par exemple, à avoir 14 enfants puis à les élever tous sans leur donner à manger de la viande? Oui. Si j'avais pris conscience de cette chose-là quand j'ai élevé mes enfants, c'est sûr. C'est sûr que je les aurais élevés avec, sans viande. Ah oui. Je sais, j'en suis persuadée que l'être humain n'a pas besoin de ça pour vivre. Nathalie Trudel est une mère de famille qui a élevé ses 3 enfants de façon végétarienne, et ce, depuis leur naissance. Nous l'avons rencontrée chez elle, à Montréal. Alors, Nathalie, tes enfants sont végétariens. Oui. Tu as 3 enfants. Oui, Marisha, 18 ans, Lisande, 16 ans et Benjamin, 13 ans. Est-ce qu'à un moment donné, tu as dû t'asseoir avec tes enfants pour leur expliquer pourquoi eux, ils étaient végétariens et pas les autres? Jamais, je me suis jamais justifiée, ils me l'ont jamais demandé. Au contraire, ils me disaient, oh, maman, nous autres, on a des plus beaux lunchs. Ils mangent toujours la même chose. Ils ont toujours des sandwichs au jambon. Les autres avaient des lunchs, je faisais tout le temps les lunchs à tous les matins. C'était vraiment un plaisir de faire les lunchs avec plein de couleurs et tout. C'était toujours différent. Puis je me rappelle, quand il était petit, il y a eu la maladie de la vache folle. Il disait, oh, maman, on est chanceux, nous, on n'en mange pas. Puis après, il y a eu un truc avec les poulets aussi. Là, c'est encore la même affaire. On est chanceux, on n'en mange pas. Fait que je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient gagnants un peu là-dedans. Là. C'était comme si c'était positif pour eux autres de ne pas manger de viande. Lisandre, à l'école, est-ce que tes amis trouvent ça étrange ou ils s'intéressent au fait que tu sois végétarienne? Ben, habituellement, le monde trouve ça plus étrange que j'aille jamais goûté à de la viande. Puis ils comprennent pas comment je fais. Mais sinon, ils sont quand même curieux de savoir qu'est-ce que je mange. Puis à chaque fois que mes amis viennent manger ici, ils trouvent ça super bon, puis ils sont toujours impressionnés. Marisha, pourquoi aujourd'hui, à 18 ans, t'es végétarienne? Ben, une fois, on avait comme mon histoire classique de je peux pas manger de viande parce que j'avais mangé du bacon dans une salade César en camping. Puis j'avais passé toute la nuit à vomir à côté de la tente. C'était tellement pas le fun que j'ai plus envie d'en manger. Benjamin, tes amis à l'école, comment ils ont réagi quand ils ont su que tu étais végétarien? Est-ce qu'ils étaient curieux? Comment ils ont réagi? Ils font une grosse crise, là. Ah ouais? Ils me regardent comme j'étais pas humain, là. Genre, là, tu manges pas de viande. Puis genre, là, non. Puis ils essayent de m'en faire manger. Genre, ils me donnent leur sandwich. Puis comment tu réagis, toi? Est-ce que ça te fait de la peine? Est-ce que tu trouves ça difficile? Je trouve ça drôle, là. Comme ils comprennent pas, là, dans leur tête, là. Eux, ils ont juste la viande, là. Ils comprennent pas qu'ils peuvent pas, genre, vivre autrement. Le régime végétarien est un régime santé. Il y a des millions de personnes qui sont végétariens sur la planète et ils sont en santé. Il faut simplement faire attention à suivre les recommandations ancestrales de tradition des cultures qui sont végétariennes. Je pense à la cuisine indienne, par exemple, où empiriquement, on a toujours trouvé une façon de complémenter les protéines. Parce que les protéines de céréales sont incomplètes et les protéines de légumineuses sont incomplètes. Et si on est végétarien, on va aller chercher généralement ces protéines en combinant céréales et légumineuses. Et dans la majorité des cultures, en Orient, c'était la fève soja avec le riz. En Afrique du Nord, ça a été le pois chiche avec le semoule. En Amérique du Sud, ça a été les fèves rouges avec le maïs. Dans toutes les cultures, traditionnellement, on avait réussi à combiner. On consommait pas beaucoup de viande, mais on combinait, de par des produits d'origine végétale, les bons acides aminés pour avoir une protéine complète. What we're trying to do is say, listen, you don't have to wait till something happens bad in your life to make this change. You could do it now before something happens to prevent it, to be healthier. Un monde meilleur, ça commence dans notre assiette. Et en respectant ce qu'on a dans notre assiette, on contribue à régler un paquet de problèmes, ne serait-ce que pour l'eau, pour l'environnement, pour les animaux, la non-violence, toutes des choses, tous des sujets avec lesquels je suis en accord.
Notre surconsommation de viande a une incidence énorme sur notre santé, l'environnement et le bien-être des animaux. En réduisant notre consommation de viande, nous nous porterons mieux, la planète aussi se portera mieux et les animaux cesseront de souffrir inutilement. En tant que consommateurs, nous décidons ce que nous mettons dans notre assiette et nos choix deviendront ceux de l'industrie. Manger, c'est voter 3 fois par jour. Il ne reste plus qu'à se mettre à table.